Cet épisode a une distance de 9 km avec 400 mètres de D+, à un pace de 8 minutes 20. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Encore une fois, l'épisode d'aujourd'hui a été inspiré par la chaise à tatou. Parce que il vient des gens, puis là, on jase, c'est quand même long, faire un tatouage. Puis là, à un moment donné, vient sur le sujet, ouais, je fais un podcast sur la course à pied. Ah ouais, c'est cool, la course à pied, j'aimerais vraiment ça courir, mais moi, je peux pas parce que X, Y, Z, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai eu une opération, j'ai des problèmes physiques qui m'empêchent de courir. Puis, c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais avant de vous présenter l'invité, salut Coach Bill. Salut Coach Isa, comment tu vas? Ça va bien toi? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru ce matin même, puis je te donne un petit down, là. Puis là, je regardais mon millage hebdo, puis je me disais, hey, si ça roule pas mon affaire. Je me tapais un peu sur la tête, puis finalement, je suis juste, OK, vas-y, là, va courir. Puis tu m'as suggéré, ben vas-y tranquillement. Puis pour vrai, j'ai adopté ça. Je l'ai vraiment bien fait ce matin. J'étais satisfait de l'exécution de ma sortie. Je suis parti tranquillement, puis d'habitude, c'est pas long que j'accélère. Sans m'en rendre compte, j'ai comme, là, je suis bien à cette vitesse-là, je vais continuer. Mais là, ce matin, j'étais bien un petit peu plus lent. Puis pour vrai, là, ça a vraiment fait du bien. Ça a bien ouvert ma journée. Ça m'a donné une zénitude, puis j'étais pas pété pas en tout. Puis toi, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, puis c'est drôle, c'est un peu la thématique parce que j'étais allée courir avec des amis. En fait, c'est samedi matin, j'étais sur le divan sur mon ordinateur en train de travailler mes trucs, puis je vois un message qui pop sur Facebook. « Hey, tu viens de courir? On part dans 15 minutes. » Mais fait que je suis partie m'habiller, je suis arrivée en dedans de 17 minutes, puis finalement, on est 4 à s'être pointés à ce non-rendez-vous-là qui s'est fait de façon spontanée, fait que c'était vraiment cool. Puis on a parlé justement de courir lentement, courir au pace du bonheur. Puis tout le monde était willing à le faire, fait que thématique de la semaine, on court plus lentement. Cette semaine, l'épisode est encore propulsé par Altitude Sport, puis on veut vous parler d'une section intéressante qu'on vient juste de découvrir sur le site. En allant fouiller sur le site internet pour des souliers encore, j'ai vu qu'il y avait une portion guide et conseils. Donc, il y a plein d'articles où on peut avoir de l'information, que ce soit sur le camping, sur la course, sur n'importe quelle sorte d'équipement. Puis en lien avec la course à pied, il y avait comment choisir ses souliers l'été, l'hiver, des endroits pour courir à Montréal, comment se préparer pour une course en sentier. Fait que c'est super intéressant, plein d'articles pertinents. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais y aller sur le site parce qu'il faut vraiment que je change mes shorts, là. J'en ai quelques-unes qui sont pas mal défraîchis, tu sais, des shorts noirs qui sont rendus brunes, là. Tu sais, comme, ouais. Je pense que je me rends pas là, j'ai trop de stock. Ouais, non, moi, je suis rendu là. Là, j'ai focusé beaucoup sur ces souliers. Là, faut que je mette un peu d'amour dans ma garde-robe de shorts. Fait qu'en plus, Altitude, c'est local. C'est une entreprise qui est basée à Montréal puis qui l'est vraiment vite le lendemain. Puis dans certains endroits, même la journée même. Si jamais ton choix ne fait pas comme tu veux, les retours sont super simples et sans souci. On a même un code promo pour toi. Utilise entre deux courses pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions vont tous être dans la description de l'épisode. Cette semaine, épisode spécial. Ceux qui ont l'oreille attentive auront entendu qu'on est à l'extérieur. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits bruits de carillons, d'oiseaux, de vent, de nature. Fait que ça va juste venir agrémenter l'épisode de cette semaine parce qu'on enregistre à l'extérieur, dans le gazebo, chez l'ami Doc Étienne. On va traiter de plusieurs sujets autour de sa spécialité. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté les anciens épisodes, ça va être notre 3e épisode avec Étienne, qui est orthopédiste, qui est un grand sportif aussi, qui a plusieurs courses à son actif, courses, triathlon, trail, route, un peu toutes sortes. Si vous voulez aller voir dans le catalogue, là, on a 2 autres épisodes où on parlait de courir avec l'âge. Puis l'autre, c'était sur le système immunitaire et la course à pied. Donc, si ça vous tente, allez écouter ça. On va mettre les liens encore une fois dans les notes d'épisode. Mais
premièrement, salut Étienne, je suis content de te revoir. Ben salut, je suis très content de vous voir tous les deux aussi. Ça faisait un bout, ça devait faire presque un an, notre dernier enregistrement ensemble. Ah, même plus, je dirais. Ouais. Il me semble que c'était l'hiver. C'est vrai, mais oui, on avait parlé justement des virus, puis etc. Là. Ouais. Wow, non, des virus, non, c'était la fois avec l'âge. Que c'était l'hiver? Oui. OK, mais ouais, ça fait un bout. Ouais, ça fait un moment. On était dû. Effectivement. Ouais. On était dû, puis là, en plus, on fait un combo génial, c'est qu'on enregistre un épisode, Uh-huh. puis on s'en va courir en trail ensemble après. Yes. Dans ta montagne. Ouais! On est encore en train d'essayer de trouver le format qui va fonctionner. Là. On fait une petite course ce soir à la frontale. Est-ce qu'on se garde des jambes pour faire une plus longue sortie demain? Est-ce qu'on fait les deux? Ouais. On est en train de jouer, jongler là-dessus. Là. Avant qu'on saute dans le vif du sujet, j'ai manqué ma première question la plus importante. Est-ce que tu as couru cette semaine, toi? Ben oui, j'ai couru cette semaine. J'ai eu une super belle sortie en famille hier. Là, moi, j'ai des jeunes enfants. Ils ont 3 ans, 5 ans, 7 ans. Puis, ils ont beaucoup d'énergie, 3 petits gars. Puis, j'ai une blonde aussi qui est un peu tannante, qui a beaucoup d'énergie aussi. Fait que des fois, ça fait du bien là, de prendre tout ce beau monde-là puis d'aller jouer dehors, d'aller courir. Fait que là, ce qu'on a fait comme sortie cette semaine, c'est que mon plus vieux s'est rendu un bon cycliste. Fait qu'il est capable de faire du vélo là, sur des distances un peu plus longues, puis d'aller à une vitesse là, qui va venir nous stimuler, aller nous forcer à faire des bons intervalles de course. Quand même. Ouais. Puis j'avais les 2 plus jeunes qui, eux, prenaient ça plus tranquille dans le chariot double. Fait que tu te fais tirer puis tu te fais retarder en même temps. Mais c'était le défi, là, dans les montées, de maintenir là, les 3 ans, 5 ans, ça commence à devenir un poids significatif dans le chariot. Fait que pour les montées, c'est un peu plus costaud. Mais le défi est là aussi dans les descentes, c'est qu'il n'y a pas de frein sur le chariot. Là. Okay. Ça descend. Là. Fait que c'était une sortie par intervalle comme ça qui allait au gré du dénivelé. Fait que c'était ça notre sortie en famille cette semaine. J'ai fait ça une fois avec ma fille qui avait 5 ans-ish dans le chariot avec un peu de côte, puis écoute, plus jamais. Elle dit, papa, va plus vite, Oui, c'est plate. Hey, hein? Elle dans le chariot, chillait avec son iPad en train d'écouter une émission. Je suis comme, ouais, ça va faire, là. Je pense que l'enjeu, il faut que ça soit progressif. Quand tu commences puis que l'enfant a 6 mois, tu sais, c'est pas trop lourd, puis là, l'enfant grandit, le poids augmente graduellement. Je pense que c'est un peu moins challengeant. Puis je fais une petite parenthèse d'ailleurs, j'avais brisé mon vélo avec ça. Ça s'était fait vraiment sur plus long terme. Par contre, c'est que j'avais fait quelques sorties avec elle qui étaient quand même pesantes avec le chariot. Puis il y a une course que j'ai faite après en vélo. Le dernier pilier, là, le dernier axe du vélo avait cassé. J'avais vraiment un bout de tubulure d'à peu près 1,5 pouce qui m'était resté dans les mains, qui avait fendu. Clairement, attiré avec le chariot, ça a dû un peu étirer la structure, affaiblir la structure du vélo, qui était en aluminium. Là. C'était quand même pas un vélo carbone cher et fragile. Mais non, c'est ça. J'avais cassé mon cadre. Heureusement, j'avais été capable de le passer sur la garantie. Mais j'avais peut-être passé sous silence que j'avais tiré un chariot avec. Mais bon, ouais. Fait que là, pour l'épisode, Étienne, on a comme plein de questions, puis peu en même temps, fait qu'on va élaborer au fur et à mesure qu'on va jaser. Fait que là, moi, quand j'ai ma cliente de tatou, puis qui dit « Ouais, moi, j'aimerais ça courir, mais là, j'ai trop mal au genou. » Puis par exemple, elle va dire que elle est en attente d'une opération pour son genou. Est-ce que cette personne-là, on pourrait lui faire un plan progressif puis commencer avec des petits intervalles jusqu'à temps que elle se fasse opérer, puis à la limite, elle peut-tu se sauver d'une opération? C'est une très bonne question. Comme beaucoup des questions que vous m'avez posées à date là, dans les épisodes précédents, ma réponse va évidemment commencer par « ça dépend ». Oui, c'est ça. On va partir là, ben après ça, on bifurquera à toutes les C'est options. ça, vous allez l'entendre. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de zones de gris, il y a peu de choses qui sont blanches ou noires. Puis, ça dépend toujours, c'est quoi sa blessure qu'elle a à son genou, c'est quel genre de chirurgie est-ce qu'elle attend, c'est quoi le niveau de douleur, de dysfonction, d'où est-ce qu'elle part, et ainsi de suite. Fait qu'il y a malheureusement pas de réponse one size fits all qu'on va pouvoir donner à cette question-là. Ça va beaucoup dépendre de c'est quoi la blessure ou la pathologie sous-jacente. Puis ça ressemble à quoi les possibles opérations qu'on peut avoir au genou? C'est une très bonne question. Tu pars fort, coach. Oui, c'est ça. Hein? Écoute, on dirait que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que, on va commencer, disons, les chirurgies les plus fréquentes au niveau du genou. OK? Disons, pour le jeune adulte, la chirurgie la plus fréquente qu'on va entendre parler au niveau du genou, c'est quelqu'un qui va dire « Ah, je vais me faire une arthroscopie de mon genou. » OK? Donc, il y a un chirurgien qui va m'amener en salle d'opération, je vais avoir une anesthésie, puis là, il va rentrer une caméra dans mon genou, puis il va aller réparer quelque chose.
OK? OK, Fait c'est que large. oui, exactement. Fait que l'arthroscopie, ce qu'on pense souvent qui est une chirurgie en soi, à vrai dire, est une modalité chirurgicale. C'est-à-dire que c'est une voie d'approche qui implique d'avoir une caméra dans une articulation. Enfin, OK. c'est tout ce que ça veut dire finalement une arthroscopie. Après ça, ben, c'est là que tu peux faire un éventail de procédures qui vont aller d'une procédure sur un ménisque, sur des zones de cartilage, sur des ligaments, sur l'os et ainsi de suite. Donc, chacune de ces catégories-là va venir ensuite de ça avec des consignes ou des contre-indications par rapport à la pratique de certaines activités physiques. OK? Fait que là, je viens de vous mêler en disant, écoute, il y a tellement d'affaires qui existent, on ne sait pas. Mais si on essaie d'en passer les principales, OK? Les blessures dont on entend plus souvent parler chez le jeune adulte, on connaît les blessures au niveau des ménisques. OK? Je pense que Billy t'en connaît un petit chapitre là-dessus. Ouais, un petit bout. C'est quoi un ménisque? Un ménisque, écoute, j'ose. Moi, j'ai eu la chance d'aller au laboratoire d'anatomie du QTR, puis quand j'ai vu le ménisque, j'ai compris beaucoup de choses au niveau des pathologies, justement. Ça ressemble à une espèce de disque troué au centre qui est entre la partie haute puis la partie basse du genou, les deux os, qui vient justement faire je dirais, pas le pivot, mais qui permet justement le glissement des deux os. OK. Fait que c'est un bon point de départ, OK? Fait que, effectivement... Moi, il pas dit excellente réponse, comme il dit excellente question, hein? Tu vois, j'ai du travail à faire, là. mais c'est intéressant, on part de là, puis j'aime ça, c'est que tu me fais une description de quelqu'un qui a une connaissance sommaire limitée, là-dessus, ouais. mais quand même plus avancée que la moyenne des gens. Fait que j'aime ça me donne un point de départ sur lequel nos auditeurs vont pouvoir se fier, sur dire, OK, qu'est-ce que j'en connais, moi, sur l'anatomie d'un genou, par exemple? Fait que si on part du point de départ, tu parlais, la partie haute et la partie basse du genou. Ben, le genou, c'est l'articulation du fémur, qui est l'os de la cuisse, avec le tibia, qui est l'os principal au niveau de la jambe. Puis il y a la rotule, qui est l'os sur le devant. OK? Donc ça, c'est le genou de façon simplifiée. Puis si on regarde au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, c'est un peu fait en forme de boule. OK? C'est une partie qu'on va appeler les condyles. C'est des parties qui sont arrondies, qui vont permettre justement au genou de plier, de fléchir, d'avoir un axe de flexion là, de l'avant vers l'arrière. Puis ensuite de ça, le tibia, sur sa partie supérieure, est un peu plus plat, OK? Presque comme une assiette. Fait que là, si tu prends quelque chose qui est de forme circulaire, que tu mets sur une forme plus plate, tu vas trouver qu'il y a peu de conformité ou peu de transfert de charge entre les deux. Fait que le ménisque, c'est une structure, comme tu dis, un peu en forme de C ou de O, OK? Selon le ménisque interne ou le ménisque externe. Ils ont des formes un peu différentes. Puis ensuite de ça, dans son autre axe, il va être de façon un peu triangulaire, c'est-à-dire plus épais en superficie et plus mince vers le centre. Puis tout ça étant l'objectif de venir un peu remplir l'espace, si on veut, ou augmenter le transfert de charge et la conformité entre le fémur et le tibia. C'est comme mettre un bol dans l'assiette que tu parlais, là, le plateau. Là. Fait que là, ça vient faire la forme ronde pour que la boule roule dedans. Ouais, c'est une bonne façon de voir ça. Un peu, OK. Exact. Puis, il va servir à transmettre une partie des charges, à en absorber une partie. Il n'y a pas tant de rôle dans le glissement, si on veut, de l'articulation comme telle. C'est plus les surfaces cartilagineuses, OK, qui, elles, sont lisses, qui vont permettre ce glissement-là. Le ménisque a un rôle vraiment plus d'absorption, de transmission des forces, puis aussi d'un peu de ce qu'on appelle de stabilisateur secondaire. OK? Fait qu'on a les ligaments au pourtour du genou qui sont nos stabilisateurs primaires. C'est des structures un peu plus raides, un peu plus rigides qui relient les os ensemble. Mais ensuite de ça, à l'intérieur de l'articulation, le fait qu'on rajoute un bol ou une surface un peu semi-circulaire, ben ça va venir à ce que les surfaces s'épousent davantage puis vont être plus stables l'une par rapport à l'autre. OK? Fait que ce ménisque-là, c'est une structure qui peut se faire blesser. OK? Il va y avoir deux grandes catégories de blessures, je vous dirais, pour ces ménisques-là. Il va y avoir les blessures dégénératives, OK? Qu'on va voir plus chez le genou âgé, OK? À force de recevoir des micro-impacts, des micro-traumatismes et ainsi de suite. Autant que le cartilage peut venir à s'user, mais le ménisque peut en venir à avoir lui aussi de l'usure et des micro-blessures, des micro-déchirures. Tu parles de genou âgé. Est-ce que ça vient nécessairement attaché après une personne âgée ou ton genou peut être vieux parce que tu dis il a été traumatisé, il a été très, très surutilisé, disons? L'âge physiologique et l'âge chronologique sont deux notions qui sont différentes. OK? Donc, l'âge chronologique, c'est-à-dire le nombre d'années que tu as passé sur Terre, c'est une variable, OK, qui se mesure. Mais ensuite de ça, l'âge physiologique, c'est-à-dire quel âge est-ce que ton genou a, c'est une autre variable qui, celle-là, est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus difficile à mesurer, qui, oui, peut dépendre de qu'est-ce que tu as fait comme sport, comme activité, du nombre de cycles que tu as imposé à ce genou-là dans ton existence, mais aussi de quelle charge il a eu besoin de transporter au quotidien. OK? On parle du poids de la personne, de la masse. Ensuite de ça, on peut parler aussi de
c'est quoi la force musculaire de cette personne-là? Est-ce que ce stabilisateur secondaire-là dont on parlait a dû travailler beaucoup pour corriger des micro-instabilités du genou? Est-ce que c'était un genou qui était fort, qui était solide, qui avait peu de micro-instabilités, puis finalement le ménisque n'a pas eu besoin de travailler tant que ça? Est-ce que c'était quelqu'un qui fumait? Est-ce que c'était quelqu'un qui mangeait bien? Toutes ces choses-là ont un impact sur la santé du ménisque aussi et aussi sur son vieillissement. On disait donc qu'il peut y avoir des blessures dégénératives qui vont toucher le ménisque. OK? Puis ensuite de ça, il peut y avoir une catégorie de blessures qui vont être plus traumatiques. OK? Quelqu'un qui se tord le genou de façon violente peut avoir une déchirure qui se fait au niveau de ce petit coussinet-là à l'intérieur du genou. Puis ensuite de ça, une fois que ce coussinet-là est blessé, c'est là qu'il y a différents outcomes qui peuvent arriver. La chose principale à savoir si ça va être nuisible ou avoir un gros impact sur la fonction du genou, c'est est-ce que ça crée une déchirure qui est instable? Okay? Est-ce qu'on se retrouve avec un fragment de ménisque qui est déplacé, qui se promène, qui vient coincer, qui vient créer un blocage mécanique dans l'articulation? À ce moment-là, c'est là qu'on va devoir aller intervenir chirurgicalement pour aller soit enlever ce bout de ménisque déchiré et coincé là, ou le ramener à sa place et le rattacher sur le ménisque sain. Okay? Donc, on peut soit avoir besoin de l'enlever ou de le suturer. Mais c'est vraiment ce qui est l'impact principal pour une blessure méniscale sur un genou. Est-ce qu'il y a un morceau instable qui vient coincer, qui vient causer un blocage mécanique dans le genou? Souvent, je vais comparer ça à mes patients. Je leur dis, c'est comme si tu avais un caillou dans ton soulier, que là, tu vas marcher dessus de façon régulière, ça va faire mal, ça va coincer, puis ça va te donner des problèmes. À ce moment-là, tu as bien beau faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas enlevé ce caillou-là dans ton soulier, ben, ton genou il va moins bien aller. Okay? Puis souvent, ça va être un genou qui va manifester ça aussi, non seulement par des symptômes mécaniques, mais c'est un genou qui va enfler, des gens disent je fais de l'eau dans le genou. Ouais. Ben, ça ici, c'est une réaction du genou qui essaie de se lubrifier, qui essaie de rajouter du liquide à l'intérieur pour permettre que ça glisse, même s'il y a des choses qui accrochent puis qui frottent dedans un peu. Okay? C'est comme une espèce de façon de se défendre contre cette irritation-là. Fait que le genou va essayer de produire plus de liquide pour faire lubrifier ça. Mais ça, en contrepartie, devient non productif quand tu as vraiment un blocage physique ou mécanique. OK. Fait que ça, on vient de traiter d'une condition. C'est ça. Okay? On c'est n'a pas ça, le là, là, un petit morceau dans le milieu du genou. Là. C'est ça, exactement. Là, je viens de passer beaucoup de temps pour dire, bon, OK, là, une condition puis sur laquelle probablement que tu n'es pas l'idéal de courir quand tu as ces symptômes-là où est-ce que tu as un morceau de ménisque qui est coincé, qui vient bloquer dans ton genou. Sauf Okay? que pour le savoir, ça prend de l'imagerie ou ça se diagnostique par un physio? Ça va souvent se diagnostiquer par l'histoire et l'examen physique. OK? Donc, je vous parlais d'un genou qui va bloquer de façon mécanique, qui va coincer, qui va avoir quelque chose qui vraiment accroche dedans, qui va se manifester aussi par un genou qui va avoir tendance à enfler, à faire de l'eau. Donc, on a beaucoup d'indices comme ça déjà à l'histoire et l'examen physique. Souvent, l'imagerie va venir valider notre impression diagnostique. OK? Mais c'est rare que on va faire, par exemple, une résonance magnétique puis dire « Ah, tabarouette, j'avais aucune idée que c'est ce qu'on... » OK, tu savais déjà. Ouais. C'est ça. Fait que souvent, c'est pour valider notre impression diagnostique. OK? Où je veux en venir avec ça, c'est que ça, c'est un exemple d'une pathologie sur laquelle on est probablement mieux de ne pas aller faire du sport ou pas aller courir là-dessus parce qu'on va juste irriter davantage notre genou puis à la limite, on peut venir abîmer un peu les structures à force d'aller leur faire coincer une structure qui est interposée. Fait que ça, c'est un exemple de dire oui, il y a des pathologies qui existent sur lesquelles c'est probablement pas une bonne idée d'aller courir et d'aller faire du sport. Mm-hmm. Maintenant, ta question de dire comment on fait pour le savoir, c'est un physio qui va nous le dire, c'est une IRM, c'est ça. Fait que c'est une bonne question parce que monsieur, madame, tout le monde va dire OK, là, j'ai mal au genou, mais est-ce que j'ai une pathologie grave sous-jacente qui fait que je devrais arrêter de courir? Est-ce que je dois aller consulter pour faire évaluer cette blessure-là pour savoir est-ce que c'est sain ou pas d'aller courir là-dessus? Puis je pense que c'est une excellente remarque. Puis je pense que j'ai donné certains indices là, dans ma description des symptômes de dire, OK, si tu as une articulation qui bloque physiquement, qui coince, qui vient de créer une douleur aiguë, c'est une articulation qui enfle, qui gonfle, c'est probablement un signe qu'il y a quelque chose d'un peu plus grave sous-jacent. Puis oui, ça vaut la peine d'aller consulter et d'aller avoir un avis plus spécialisé là-dessus. Maintenant, est-ce que tous les bobos rentrent dans cette catégorie-là? C'est sûr que le conseil de dire écoute, si tu as mal à quelque part, on va faire vérifier ça par ton doc, par ton physio. C'est sûr que c'est un conseil de base c'est un bon conseil, ça s'applique. Mais il faut être conscient aussi que c'est pas tout le monde qui a un accès facile à ces professionnels-là. Il y en a qui ont pas les moyens financiers, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que, oui, des fois, ça peut être tricky de se demander, coudonc, je devrais-tu ou pas? Puis c'est là que certains indices, comme ce que je viens de parler là de comment se comporte l'articulation, peuvent vous mettre quand même là, la puce à l'oreille.
Là, t'as parlé de la blessure traumatique. Là, il y a un petit bout qui déchire puis qui accroche, mais celui où il y a une dégénérescence... Est-ce que c'est aussi grave? Est-ce qu'on devrait courir là-dessus? Oui, mais le mécanisme sera pas pareil. Le mécanisme, la sensation, la douleur sera pas pareil parce que ce que je comprends, c'est que ça coincera pas parce qu'il n'y aura pas nécessairement une déchirure. C'est une dégénérescence? Effectivement, ça va être souvent des douleurs qui vont être plus sourdes, un peu plus vagues. Ils n'auront pas le caractère mécanique précis. Ce que j'entends par mécanique, c'est vraiment, je reviens sur l'exemple d'un caillou dans le soulier, OK? Fait que c'est vraiment comme si tu marches sur quelque chose de pointu, d'accrochant, de coinçant dans ton articulation. Fait que ça n'aura pas ce caractère-là, OK? Ensuite de ça, c'est des déchirures qui vont souvenir souvent sans traumatisme. Évidemment, comme le nom l'indique, l'autre étant traumatique. Puis, l'autre chose aussi, c'est que c'est généralement des blessures qui vont permettre de continuer à faire une activité physique modérée. OK? On parle que oui, le ménisque a un rôle d'absorption des chocs, qu'il a un rôle de redistribution des charges, et que, évidemment, s'il y a des déchirures, des fissures dedans, il fait un peu moins efficacement ce travail-là. OK? Ceci étant dit, d'avoir un certain niveau de stimulation mécanique, OK? On parle des impacts, par exemple, associés à la course à pied, va aider les fibres restantes à maintenir une intégrité, une force qui va être un peu plus élevée pour répondre justement à cette demande-là. OK? Fait que le corps a besoin d'une certaine stimulation physique, mécanique, pour rester fort et en santé et continuer à être capable de les absorber. Donc là, si je t'ai bien suivi, un ménisque qui s'est dégénéré avec le temps pour plusieurs raisons. Il peut se dégénérer parce qu'on l'a trop sollicité ou trop fortement, mais on a quand même intérêt à le solliciter encore de façon modérément pour empêcher qu'il se dégénère trop. Oui, c'est un peu comme un muscle qu'on arrête d'utiliser complètement va s'atrophier, va s'affaiblir. Mais les structures au niveau des ménisques, au niveau des cartilages, au niveau des os, ont besoin de maintenir un certain degré de stimulation pour maintenir leur pleine intégrité puis leur pleine capacité. Fait que là, on parlait, pour en arriver là, on a parlé d'arthroscopie qui peut faire en sorte qu'on va venir réparer un ménisque. Ça pourrait être une des chirurgies que la personne attend de subir, de faire corriger son ménisque. Oui, exactement. Fait que si on revient là, sur nos déchirures de ménisques instables dont on parlait, là, fait que là, à ce moment-là, oui, une opération va souvent être nécessaire pour aller corriger cette situation-là. Après l'opération, dépendamment de quelle procédure va avoir été faite, OK, je parlais qu'on peut aller enlever un petit bout de ménisque ou le réparer. OK? Si on va réparer un ménisque, on va protéger l'articulation un peu plus longtemps pour permettre la guérison. OK? Fait que ces gens-là, on va retarder davantage la reprise de la course à pied, souvent un bon 3 à 6 mois après la procédure. Quand même? Ouais, ça peut être assez long. Versus si on va juste aller enlever la partie du ménisque déchirée, souvent on parle plus là, d'un 4 à 6 semaines là, pour la reprise des activités sportives. OK. Fait que c'est quand même des impacts qui sont différents. Ça va toucher aussi des clientèles qui sont différentes. Des fois, on va passer là, justement des sportifs, des équipes professionnelles là, qui ont eu des blessures au niveau du genou, qui ont été opérés, qui ont manqué X mois de temps, là, mais qui ont eu une réparation méniscale, par exemple. Là, souvent, c'est le genre de chirurgie qui va les garder sur le carreau là, pendant quelques mois. Là. OK. Puis quand il s'agit d'une dégénérescence, est-ce qu'il y a moyen de réparer ça, remplacer ça? Il y en a, on peut-tu l'acheter chez Walmart? Un ménisque en spécial. Ouais, c'est ça. C'est une question qui a une certaine valeur historique au niveau de l'orthopédie. C'est-à-dire que, justement, avec les débuts de l'arthroscopie, si on remonte à là, 30 à 40 ans, c'est un peu là qu'on s'est soudainement mis à faire beaucoup de gestes chirurgicaux pour les ménisques. Et les blessures les plus fréquentes étaient les blessures dégénératives avec des petits morceaux légèrement instables qu'on allait justement enlever des petites parties de ménisque. Fait que ça a été une procédure chirurgicale qui a été très en vogue pendant, je te dirais, un 10 à 20 ans. Puis, il s'est mis à avoir un certain recul par la suite sur ces procédures-là pour voir que finalement, on n'aidait pas tant ces patients-là, qu'au bout de la ligne, on était mieux de leur garder leur ménisque, même s'il était un peu dysfonctionnel, que d'aller en enlever des parties qui étaient un peu déchirées, un peu instables. Fait que ça amenait une espèce de changement de cap, je te dirais, là, dans les dernières 10 à 15 années, là, où cette procédure-là là, a presque complètement disparu des écrans radars. Là. Ah ouais, OK.
Mais est-ce que ça existe-tu des ménisques artificiels ou greffés? Ça existe. Souvent, ça va être utilisé dans des cas de force majeure, disons. Fait que si jamais tu as un jeune de, je sais pas, 15-20 ans qui vient de s'éclater un ménisque complètement là avec un traumatisme, puis que ce ménisque-là n'est pas réparable, on sait que si jamais on va enlever complètement un ménisque chez un jeune de cet âge-là, il est quasi condamné à faire de l'arthrose 15-20 ans plus tard. C'est jeune de faire de l'arthrose. C'est ça. Fait que tu sais, quelqu'un à 25-30 ans qui fait de l'arthrose puis qui aurait besoin d'un remplacement articulaire, ça fait mal au cœur. OK? Fait que c'est chez cette clientèle-là, on peut tenter d'aller faire justement une greffe de ménisque. OK? Donc, on peut prendre un ménisque qui aurait été prélevé chez un donneur cadavérique. Ça va prendre un ménisque qui va matcher un peu la taille du ménisque qu'on doit remplacer. OK? Donc, en termes de longueur, de largeur, de rayon de courbure, de choses comme ça. Puis à partir de là, on peut prendre un ménisque qui matche puis essayer d'aller le transplanter dans le genou blessé qui est toujours vivant. Puis ça, mettons, c'est-tu accessible à tout le monde ou bien c'est une demande spéciale puis il faut payer au privé? C'est des chirurgies qui sont généralement faites dans le système public. Ouais, okay. Je te cacherai pas que c'est une chirurgie un peu plus de niche qui va être faite dans, je dirais peut-être 2 ou 3 hôpitaux au niveau du Québec, là. Parce que justement, c'est des indications plus pointues. C'est une technique chirurgicale qui est un peu plus avancée également. Puis ça coûte quand même cher là aussi pour le système. Ouais. Fait que c'est une procédure plus de niche. Je pense que la chose à retenir, c'est que ça s'applique pas à la très grande majorité des blessures méniscales. Mais oui, c'est quelque chose qui existe là, dans certaines conditions. Ça fait le tour pour les ménisques pour toi? Reste d'autres questions? Non, moi, ça fait le tour, là. On ira avec l'autre, hein? Oui. C'est ça. Oui, on est allé pointu dans le On ménisque. a passé hein? un petit bout, là, puis là, on fait ça. Ça vous apprendra à me parler des sujets Non, mais tu sais, d'intérêt. on entend souvent parler, pour vrai, Ouais. puis toi, t'as déjà vécu ça. Ouais. Moi, je soupçonne avoir vécu possiblement, mettons, je sais pas, dis-moi si je me trompe, là, une petite déchirure parce qu'à un moment donné, mon genou pliait plus complètement. Puis j'ai été longtemps arrêtée, puis à un moment donné, ça a comme parti, puis mon genou a arrêté d'enfler, venir rouge, puis fait que Oui, peut-être ça une se peut que petite tu aies eu une petite blessure blessure au méniscale, qu'elle n'était pas instable, que ton genou finalement a fini par l'apprivoiser puis à vivre avec. ça. Oui, tout à Puis tu fait. sais, j'ai retrouvé toute mon amplitude, mais sans trop savoir pourquoi, là. J'ai juste arrêté de courir. Magie. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est assez commun, là, comme... Ouais. Moi, c'est ça, c'était une période où j'étais vraiment en grand surpoids. Mes genoux étaient sursollicités, j'étais pas en forme du tout. Je faisais pas de sport. À un moment donné, je m'étais accroupi, les genoux vraiment élargis en dessous. Puis en me relevant, ça avait fait un beau crack. Là. J'avais entendu quelque chose dans mes genoux. Puis là, ça avait été douloureux vraiment longtemps. Là. Je pensais... Je faisais pas de sport à ce moment-là. Là. Je jouais un peu au badminton. Puis j'ai fait comme, c'est terminé. Là. Je l'avais essayé, puis c'était vraiment douloureux. Ça faisait mal. Fait que j'ai arrêté le sport un bon bout de temps, pensant que je pourrais jamais courir. Quand les gens me le demandaient, j'étais de ceux qui disaient « Ah non, moi je peux pas. » Ça me donnait la belle excuse. Parce qu'à ce moment-là, ça m'intéressait pas pantoute de courir. Fait que, mais c'est ça. À un moment donné, j'ai essayé graduellement, tranquillement. J'ai dit « OK, non seulement j'ai pas mal, mais même ça me fait du bien, mon corps en général. » Puis c'est ça que j'ai adopté la course malgré ça. J'ai jamais eu de douleur au genou, là. Tu sais, tu parles de perte de poids, de surpoids ou de perte de poids. Quand les gens disent ça, si tu perds du poids, tu vas avoir moins mal aux genoux, ça a-tu rapport avec les ménisques ou c'est d'autres choses? Ça peut avoir rapport au ménisque. Il y a aussi le cartilage, qui est l'autre grosse structure qui vient absorber là, les impacts et les charges au niveau du genou. Puis aussi une partie de l'os là, juste sous le cartilage. Fait qu'il y a plusieurs structures finalement là, qui sont affectées par la charge ou le poids qui passe au travers du genou. On dit que pour chaque pas que tu fais, il peut y avoir de 5 à 7 fois la charge de ton corps qui passe au travers de l'articulation qui est subie à cause des bras de levier, à cause des vecteurs et des choses, tout ça. Donc, une prise ou une perte de poids, tu sais, si on dit de 10 kilos, ben c'est 5 à 7 fois ça à chaque pas, à chaque fois qui traverse ton genou. Fait que c'est pas besoin des grosses prises ou pertes de poids pour avoir un gros impact sur les charges subies par le genou. Puis oui, ça peut faire une grosse différence. Oui, les ménisques, mais aussi le cartilage, là, c'est toutes les structures de support finalement. Fait que si on suit le chemin, une fois qu'un ménisque peut être déchiré ou bien trop usé, est-ce que c'est justement le cartilage qui mange les chocs suivants puis qu'il y a une dégénérescence à ce niveau-là? Tout à fait. Fait qu'on parlait tantôt d'un jeune qu'on dit, bon, si jamais son ménisque est complètement détruit ou éclaté, qu'il doit se le faire enlever là, suite à une blessure, à ce moment-là, ben, la structure suivante qui va être en surcharge, ben, c'est le cartilage. Puis c'est lui qui, justement, va s'user de façon prématurée ou précoce. Puis d'où les risques d'arthrose là, plus rapides chez des genoux comme ça.
On dit que dans un genou normal, OK, on dit dans la population standard, il y a à peu près 3 à 5 % des gens qui vont avoir besoin éventuellement d'un remplacement articulaire, OK, une prothèse de genou. On dit chez les gens qui ont eu une blessure significative au niveau du ménisque. Quand je veux dire une blessure significative, c'est qu'il y a une partie du ménisque qui a dû être enlevée. On dit que ce risque-là augmente environ à 15 %. OK? Fait qu'on augmente de 3 à 5 fois notre risque d'augmenter. Puis si le ménisque est enlevé au complet, ben, on augmente encore davantage ces risques-là. Ah, parce que là, c'est ça. Là, c'est vraiment le cartilage qui mange tout. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Quand on a besoin d'un remplacement de l'articulation du genou, c'est là le cartilage fait plus son travail. C'est ça qui crée de la douleur parce que là, ça frotte os sur os. Oui, éventuellement. Fait que le cartilage va venir s'amincir progressivement jusqu'à en venir au point où ça va venir à frotter os sur os. Puis c'est là que les surfaces osseuses n'ont pas cette lubrification normale-là. On parlait tantôt là, que c'est surtout le cartilage qui vient permettre le mouvement. C'est quand on rentre que là, il n'y a plus de cartilage qui recouvre les surfaces de l'articulation. Bien là, il y a de la friction qui se génère. Ça vient créer encore plus de douleur, d'inflammation, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va pouvoir mener à avoir besoin de remplacement articulaire. Hey, je fais juste y penser, le frotter ça. Ça doit faire mal. Ça doit pas être confortable. Là. Ça fait des crac-crac. Ah, ouf. OK. Ça craque, il y a de la douleur. Y a-t-il de l'enflure aussi, comme avec le ménisque? Il peut y en avoir aussi. Celle-là va souvent être variable. OK? Souvent, on va utiliser le terme arthrose. Dans la terminologie médicale, tout ce qui finit en ose est souvent plus des termes d'usure ou de dégénérescence versus les termes arthrite, par exemple. It va faire référence à de l'inflammation. OK? Donc, on parle généralement d'arthrose, mais cette arthrose-là va être un peu fluctuante. Donc, il va y avoir des phases d'arthrite à l'intérieur de l'arthrose, c'est-à-dire des phases où le genou va être un peu plus irrité, un peu plus inflammé, peut enfler davantage, et ainsi de suite. OK? Fait que c'est pas nécessairement, encore là, coupé au couteau entre les deux conditions. Est-ce que je me trompe, mais le processus inflammatoire de l'arthrite dans l'arthrose vient aider ou un peu protéger l'articulation? Il essaye. OK. Il essaye. Ça marche pas. Mais souvent, Il est pas bon. ouais, souvent rendu là, c'est soit trop peu, trop tard ou. Ouais, OK. Ouais. Fait que d'aller prendre, mettons, de l'Advil pour réduire l'inflammation, ça va réduire un peu la douleur, mais en même temps, je m'aide pas parce que ça frotte encore plus. Ça, tu vois, il n'y a plus de la protection inflammatoire. Oui, ben à vrai dire, souvent ce que tu dis, non, ça va aider parce que ce que tu veux rendu dans des étapes comme ça, c'est que tu veux soulager tes symptômes. OK? Comme tu dis, t'es rendu os sur os, ça frotte anyways. Okay. Fait que tu aies un petit peu plus de liquide qui lubrifie ou pas, souvent, ces rendus-là, ces mécanismes de compensation-là sont dépassés. Fait que ce que tu veux, c'est trouver des façons de soulager ta douleur et tes symptômes pour rester actif autant que possible, puis finalement, essayer d'éviter ou reporter une chirurgie autant que possible. OK, parce qu'en soi, rendu là, c'est drôle parce que là, mettons, t'as ta déchirure du ménisque, puis là, qui accroche, fait que là, on dit, OK, slack, là, tu sais, va pas trop courir là-dessus, mais une fois que t'as dépassé ça, puis que t'es rendu, ou que t'as plus de cartilage, l'idée, c'est d'être actif puis de maintenir ta masse musculaire pour retarder le plus possible le problème. Fait que c'est comme, une fois que t'as passé le bout, tout ce qu'il fallait plus que tu cours, ben, cours. Finalement, tu sais. Ben, je comprends que c'est pas exactement comme ça que ça se produit, là, mais... Non, mais je comprends ton point, puis ton point est valide aussi dans le sens que, à un moment donné, t'as un certain dommage qui s'est installé dans l'articulation, puis rendu là, que t'en aies un petit peu plus ou un petit peu moins, ça changera pas énormément. Et oui, il y a d'autres facteurs qui sont importants de préserver. Tu parles de masse articulaire, tu parles de santé cardiovasculaire, tu parles d'agilité, de proprioception, des choses comme ça. Donc, de continuer à pratiquer de l'activité physique va aider à maintenir ces aspects-là, puis va t'aider dans certains cas à gérer cette douleur-là, puis à demeurer fonctionnel plus longtemps, puis à éviter la chirurgie ou la reporter. Mais en plus de ça, tu sais, j'ai vécu une chirurgie, ça fait pas si longtemps que ça. On déconditionne solide à rester alité. Fait que je pense que le fait de maintenir encore plus sa condition physique avant une chirurgie va faire en sorte que tu vas avoir bien moins de troubles à t'en remettre, là. Tout à fait. Ouais. Puis c'est sûr que des fois, tu peux en arriver à un point où la course à pied ne sera plus nécessairement le sport que tu vas être capable de pratiquer. Non, OK? On revient sur le genou qui frotte os sur os. Ça se peut que ça ne tente pas tant de recevoir des impacts de façon répétée. C'est là que tu vas devoir privilégier des sports avec moins d'impact, comme le cyclisme, comme la natation, comme l'entraînement musculaire, des choses comme ça. Fait que oui. La marche? Oui, la marche. La marche, encore là, c'est encore des impacts, entre guillemets. OK? Il y a moins d'impact qu'à la course à pied, bien évidemment. Mais des fois, justement, ces patients vont dire, OK, mais là, je marche à tous les jours. Ouais, OK, peut-être alterner entre la marche et d'autres activités sans mise en charge sur ton articulation. Quand on est rendu à la chirurgie, au remplacement de l'articulation du genou, ça consiste à quoi? Quelle portion du genou? J'imagine que vous coupez pas les deux bouts
tibia puis fémur, puis après ça, on en reprend sur un cadavre, puis on bloque ça sur quelqu'un. Et presque, mais sont en métal au lieu d'être pris sur un cadavre. OK, fait que tout est remplacé, c'est pas juste la portion... Vas-y, Presque. je t'écoute. À vrai dire, ce qu'on va surtout remplacer, c'est les surfaces qui viennent faire l'articulation. OK? Fait que tantôt, on parlait de la partie inférieure du fémur, qui va être deux espèces de boules, les deux condyles. OK? Oui. Puis avec la partie supérieure du tibia, qui va être une espèce d'assiette ou de plateau. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever une partie d'os et de cartilage, s'il en reste un peu, à la partie supérieure du tibia. Donc, on va enlever une lisière là, de quelques millimètres d'os à la partie supérieure du tibia. Puis ensuite de ça, on va venir faire la même chose, enlever un peu d'os à la partie inférieure du fémur. OK? On va devoir suivre un peu la courbure de l'os qui est faite en plus en forme de boule. Fait qu'on va venir enlever des séries de petites tranches d'os à cet endroit-là. Le but étant de sculpter un peu pour venir recevoir une nouvelle surface, une prothèse qui va être finalement un nouveau plateau tibial en métal, un nouveau condyle fémoral en métal qui vont venir finalement recouvrir l'os usé. Puis entre les deux, pour que ça puisse glisser l'un sur l'autre, on va mettre un polyéthylène, qui est une espèce de plastique résistant, qui va être imbriqué dans ces prothèses-là, puis qui va permettre le mouvement de flexion et d'extension du genou. OK. Qui, lui aussi, a une durée de vie. Oui, celui-là aussi peut avoir une durée de vie. Cette durée de vie-là est influencée par plusieurs choses. OK? Souvent, une des questions que les patients vont poser, justement, quand ils vont venir avoir un remplacement d'articulation, ils vont dire « OK, doc, ça va durer combien de temps ma prothèse de genou? » OK? Et c'est là que la réponse est très complexe et la réponse, encore là, va commencer par « ça dépend ». Vous me voyez venir, hein? Mm-hmm. Fait que ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec. Ça dépend comment moi est-ce que je l'ai posé. Ça dépend de c'est quoi ta force musculaire, ça dépend de quelle sollicitation tu vas appliquer à cette prothèse-là. Ça dépend de ton espérance de vie à toi. Ça dépend donc d'un paquet de facteurs. OK? C'est un peu, souvent l'analogie que je donne, c'est si tu vas au concessionnaire, tu t'achètes un char, puis tu demandes au vendeur, il va durer combien de temps mon char? Mm-hmm. Ça dépend ce que tu fais avec. Ça dépend ce que tu fais avec, ça dépend quel char ça. t'achètes, ça dépend comment il a été construit. Fait que ça dépend d'un paquet de choses. Fait que c'est un peu la même chose pour ton articulation. Puis la meilleure réponse, finalement, c'est que je finis par tracer à mes patients ce qu'on appelle une courbe de survie. Vous avez peut-être déjà vu passer ça dans des analyses statistiques. Fait que c'est une courbe qui implique qu'au temps zéro, 100% des genoux posés sont toujours présents. OK? Puis qu'éventuellement, si cette ligne-là s'allonge suffisamment dans le temps, ben, on pourrait atteindre un point où tous les genoux auraient échoué, on atteindrait le 0%. OK? Et cette courbe-là ne se fait pas de façon linéaire. OK? Il y a une petite baisse initiale dans les 2 premières années où les patients qui ont des complications, des infections, des fractures qui surviennent, donc des complications avec la chirurgie. Mais après ça, il y a une espèce de plateau où est-ce que là, la plupart des articulations qui ont passé ce premier segment critique-là vont pouvoir durer pendant 10, 15, 20 ans. OK? Puis ensuite de ça, au fil du temps, mais plus le temps va avancer, mais plus il y a de ces prothèses-là qui vont échouer. Quand on dit échouer, c'est qu'ils soit vont user, soit vont ce qu'on appelle se déceler, donc se déprendre d'après l'os, ou qui vont finalement devenir dysfonctionnels. OK? Puis ce rythme-là auquel les prothèses vont user, mais plus le temps va aller passer un certain seuil, mais plus ce rythme-là va accélérer. OK? Puis plus ça va aller, bien plus la courbe, finalement, va devenir abrupte vers le zéro éventuel. J'avais déjà entendu que tu peux pas changer une deuxième fois un genou. C'est vrai ou tu pourrais changer cette prothèse-là pour une autre? Oui, tu peux le faire. OK. Ouais, fait que ça peut être fait. C'est sûr que ce qu'on appelle une chirurgie de révision de prothèse, c'est une chirurgie qui est plus complexe. OK? Plus de taux de complications, une chirurgie qui est plus longue, qui nécessite des implants spécialisés, des techniques chirurgicales un peu plus avancées et qui souvent va être faite chez quelqu'un qui est rendu à un âge plus avancé aussi. Oui, OK? Donc, il y a des fois moins les capacités de traverser une grosse chirurgie comme ça. Parce que, tu sais, si on pense à quelqu'un, OK, on a fait sa première chirurgie à 70 ans, puis que là, rendu à 90 ans, son genou serait dû pour être changé une deuxième fois. Tu te dis, ouais, ça se peut qu'il n'y ait pas les réserves physiologiques, que son cœur, ses poumons, ça soit pas assez en forme pour passer au travers d'une deuxième grosse chirurgie comme ça. Fait que des fois, c'est un pensez-y bien. OK? Je pensais plus à celui, mettons, que tu es obligé de changer à 35 ans. Là. Exactement. Fait que ça, c'est l'autre volet. Donc, celui qu'on va opérer à 35 ans, je veux dire, il y a des très bonnes chances que lui, finalement, on le réopère un autre moment donné dans sa vie. Mm-hmm. OK? Certaines raisons, parce que oui, il va vivre encore plusieurs années. Puis 2 aussi, c'est que les années qu'il va passer avec son articulation remplacée, ben il va sûrement être plus actif.
il sera pas juste à se bercer sa galerie à regarder Non, une c'est machine ça. passer. Là. Ouais. OK? Fait qu'il va vouloir faire du sport, il va vouloir bouger, il va vouloir être actif. Fait que oui, il va user un peu plus rapidement. Je dis un peu plus rapidement quand même parce que il va y avoir d'autres facteurs protecteurs. OK? Tantôt, on a parlé de la masse musculaire, du contrôle musculaire. Ça, c'est des choses qui ont une valeur protectrice pour une articulation remplacée également. OK? Parce qu'elle aussi va être exposée à la micro-instabilité, au micro-trauma et ainsi de suite. Elle n'a pas la capacité de se régénérer ou de se réparer Non. comme notre corps peut l'avoir, mais elle a une capacité quand même d'accumuler une certaine quantité de ce stress-là. Puis oui, les activités sportives en génèrent, mais une bonne masse musculaire, une bonne force, un bon équilibre, tout ça vont aussi être des facteurs protecteurs. Fait que si on revient à un conseil, par exemple, que si quelqu'un vient se faire remplacer un genou ou une hanche, puis il va me dire hey, je peux-tu faire du sport avec ça? Je peux-tu courir avec ça? C'est là que la réponse va être intéressante parce que ça vient prendre en considération ces différents aspects-là. OK? Fait que je vous dirais, en règle générale, souvent ce que je vais répondre à mes patients qui me demandent est-ce que je peux faire du sport avec mon remplacement articulaire, c'est je vais leur répondre est-ce que c'est un sport que tu pratiquais déjà? OK? Que ton corps est déjà apte et habitué à faire? Et si oui, est-ce que tu es prêt à le faire à une intensité puis un volume réduit par rapport à ce que tu faisais avant? Quel point important. Fait que si la réponse est oui à ces deux aspects-là, je vais dire OK, probablement que tu peux t'essayer. OK? Puis encore là, ça va dépendre un peu aussi sur quelle articulation a été remplacée puis de quelle façon. Si on revient sur le genou, on parlait tantôt qu'il y a une surface un peu plus ronde avec une surface un peu plus plate. Oui, il y a les ménisques qui viennent absorber ces chocs-là. Dans la prothèse, c'est l'espèce de plastique que je vous parlais qui va avoir ce rôle-là là, d'augmenter la conformité. Mais lui, il y a des limites un peu sur la capacité de stress et d'impact qu'il peut absorber. Fait que je vous dirais quelqu'un qui veut courir des hauts volumes ou des grosses distances avec une prothèse de genou, généralement, je vais être un peu plus frileux à l'encourager à faire ça. OK? Qu'est-ce qui arriverait, mettons? Ça va être le genre de prothèse qui risque d'avoir une usure plus prématurée. Mais c'est pas nécessairement de la douleur. La personne ne sentira pas nécessairement, puis elle pourrait se dire hey, ça marche, voyons, je suis correct. Ça pourrait marcher pendant un certain temps, effectivement. Fait que pendant quelques années, probablement, cette personne-là serait capable de le faire. Mais éventuellement, oui, ça pourrait la rattraper au bout de la ligne. Oui. Ça se ressent comment quand la personne commence à avoir son articulation qui la lâche? Souvent, c'est qu'elle va se remettre à avoir des douleurs ou que le genou va se remettre à enfler ou que ça va se mettre à apporter des sensations que la patiente ou le patient n'avait pas connues dans les dernières années. OK. On s'entend qu'un genou remplacé ne donne pas les mêmes sensations, les mêmes feelings qu'un genou naturel. Sûrement, hein? Fait que quand tu reprends les sports, les activités, faut pas que tu t'attendes à avoir les mêmes feelings que ce que tu as avec un genou natif. Mais ça a une certaine constance, c'est-à-dire qu'au fil du temps, tu vas apprivoiser de qu'est-ce qui est un feeling normal pour ton genou remplacé ou pas. Puis au bout de quelques années, tu peux trouver que ces feelings-là changent, que les inconforts reviennent, que le genou ne répond pas de la même façon. Fait que ça, souvent, c'est des signes que ça vaudrait la peine de retourner voir ton chirurgien ou retourner voir ton médecin pour aller faire vérifier ton articulation remplacée, voir est-ce qu'elle est encore en bon état, est-ce qu'elle est encore capable de te donner un peu de millage ou pas. Tu as parlé brièvement tantôt d'arthrose. Moi, j'ai entendu tout et son contraire sur l'arthrose. Hein. La course cause l'arthrose, que la course protège contre l'arthrose, que tous les coureurs vont faire de l'arthrose. Peux-tu rapidement démystifier tout ça? Oui. Bon, on en avait parlé brièvement dans l'épisode sur courir avec l'âge, mais je pense que c'est un rappel qui est intéressant. On a parlé un peu tantôt, l'articulation a besoin d'un certain stress mécanique pour être optimale et mieux fonctionner. OK? Ce qui va surtout déterminer l'apparition de l'arthrose dans une articulation, c'est l'état des cartilages. Le cartilage, c'est la couche qui est par-dessus l'os, qui vient absorber les impacts, puis vient permettre que ça glisse une articulation, un os par rapport à l'autre au niveau de l'articulation. Fait que ce cartilage-là, il est nourri de façon indirecte par le liquide à l'intérieur de l'articulation. Fait que le liquide qu'on appelle le liquide synovial, il va devoir venir circuler à l'intérieur du cartilage, puis c'est comme ça qu'il va venir le nourrir, qu'il va venir amener des nutriments, puis en même temps sortir les déchets et les autres produits néfastes. Puis, pour avoir cette nutrition-là, le meilleur exemple que je peux donner, c'est si tu prends une éponge que tu mets dans l'eau, ben, si tu veux changer l'eau à l'intérieur de l'éponge, la meilleure façon de le faire, c'est de la serrer, de la relâcher, de la serrer, de la relâcher. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que quand tu viens apporter des impacts, des compressions au niveau de ton cartilage, ça va faire sortir du liquide qui est à l'intérieur. Quand tu vas relâcher cette pression-là, ça va en ramener à l'intérieur. Fait que tout ça va être bon pour la nutrition de ton cartilage. Puis ultimement, ça va aider dans sa durabilité et sa qualité. OK?
Ensuite de ça, on a parlé aussi trop de volume, ben, tu vas amener un peu trop de traumatisme, de dommages et paradoxalement, ben, tu pourrais venir abîmer ton cartilage. Fait que c'est là qu'on revient sur la notion de juste milieu. OK? Donc, est-ce que chaque coureur met ses genoux en danger parce que justement, il met des impacts et des stress répétés? Fait que la réponse est non. OK? La plupart des coureurs vont avoir un volume de course qui va être bénéfique pour l'articulation. Ça fait une courbe qui est un peu en forme de U. OK? Quand je veux dire une forme de U, c'est le nombre d'heures d'activité physique ou le nombre d'heures de course que tu vas pratiquer versus les bénéfices que tu vas en tirer ou les risques de faire de l'arthrose. Okay? Donc, quelqu'un qui est très sédentaire, qui est à une extrémité de la courbe, il va avoir des risques d'arthrose et d'usure qui vont être plus élevés parce que justement, son cartilage est moins bien nourri, parce que ses muscles sont moins forts, puis cette articulation-là va subir plus de micro-instabilité. Fait qu'un patient ou, une personne sédentaire va avoir plus de risques d'arthrose qu'un coureur modéré. Maintenant, un coureur très intense ou trop intense qui justement va mettre trop de volume, qui va finalement créer plus de micro-dommages à ses cartilages, oui, éventuellement pourrait avoir plus de risques de faire de l'arthrose. OK? Et ensuite de ça, quand je dis il y a un juste milieu à trouver, puis c'est quoi ce juste milieu-là? C'est là qu'encore là, ça dépend. Ça dépend. Vous me voyez venir. Mais on dit que d'une règle générale, OK, le genre de volume de course qui est nécessaire pour passer dans la partie néfaste de la course à pied, OK, c'est le genre de volume qui, généralement, les athlètes professionnels vont avoir, OK? Fait que, tu sais, tu dis, si tu gagnes ta vie à faire de la course à pied, OK, ça se peut que tu sois dans le territoire où tu es en train de jouer un peu avec la santé de ton articulation, OK? Mais c'est un peu le vrai de tous les sports d'élite, OK? Oui. On sait que quelqu'un qui joue au hockey dans la Ligue nationale, ben, il y a des chances qu'il se fasse des blessures puis que son body soit magané un peu plus vite que quelqu'un qui joue au hockey pour le fun dans une ligue de garage. Clairement. Okay? Fait que c'est un peu la même chose. Fait que si tu es rendu dans la course à pied à un niveau intense où tu fais je sais pas, de 20 à 40 heures de course à pied dans ta semaine, oui, probablement que là, tu es dans la range où tu es en train de causer plus de dommages que de bien à ton articulation. Mais souvent, c'est un choix que tu fais un peu semi-consciemment, dans le sens que tu dis, OK, si je veux être dans l'élite et vraiment gagner ma vie avec ça, ben oui, il faut que je fasse le volume nécessaire et ça se peut que je flirte un peu avec la limite de ce qui est sain ou pas pour mon corps. Si tu le fais pas consciemment, ben là, oui, il fallait que tu t'enlèves la tête dans le sable et tu dis oui, OK, peut-être que je suis en train de flirter avec la limite de ce qui est dommageable ou pas. J'imagine aussi au-delà des athlètes élites, les personnes qui ont une progression trop rapide ou qui vont, sans nécessairement faire du survolume, va négliger les périodes de repos comme ça. Tu parlais de micro-blessures au cartilage. Laisse pas le temps au corps de réparer, puis tu t'entraînes toujours par-dessus tes micro-blessures qui en deviennent des vraies. Là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Fait qu'on revient encore sur des principes de repos, de doser adéquatement l'entraînement, la progression. Je suis un gros fan aussi de tout ce qui est le cross-training, donc de varier les différents sports et les différentes sollicitations que tu vas imposer à tes articulations pour éviter de taper toujours sur le clou de la même façon au même endroit. Fait que oui, là, il y a des précautions à prendre là, pour éviter ça. Puis après ça, ben c'est pas tout le monde qui est égal face à ça aussi. OK, on parlait tantôt de c'est quoi ton poids, c'est quoi l'alignement, par exemple, au niveau de tes jambes. Est-ce que tu es quelqu'un qui a des jambes qui sont bien droites, bien alignées? Tu es quelqu'un qui a tendance à avoir les jambes un peu plus en cowboy, un peu plus en goaler de hockey? Fait que ça a des impacts sur la distribution du stress au niveau de ton genou, puis la capacité aussi de ton genou d'adapter ça, puis de fonctionner en fonction avec ça. Tout le temps, une question de y a-t-il plus de bénéfices ou d'inconvénients? Moi, dernièrement, j'allais consulter une chiro, puis elle a regardé un peu toutes mes radiographies, puis scans que j'ai passés par le passé. Puis, sans que ça soit suffisamment intense pour être diagnostiqué comme une problématique, j'ai comme une double scoliose, plus la colonne vertébrale qui est comme twistée sur elle-même, une jambe plus courte que l'autre. Bref, c'est comme si tout mon corps était désaligné. Fait que plus je fais du renforcement, plus je me débalance parce qu'il y a comme une rotation. En tout cas, tout ce qu'elle m'expliquait, c'est ça. Fait que là, avec la course à pied, même si je m'entraîne de façon bilatérale, ben mon corps se renforce pas égal des deux côtés. Fait que là, on a trouvé d'une façon de m'entraîner de façon unilatérale pour renforcer le côté qui renforce moins bien. Puis, tu sais, je me posais la question parce que, tu sais, j'ai souvent des douleurs au niveau articulaire quand je cours, des blessures qui sont récurrentes.
Mais il y a plus d'inconvénients au fait que je cours pas. Quand je deviens sédentaire, je me mets à avoir vraiment mal partout. Puis on dirait que le débalancement musculaire ça fait x2, x5. Mais je peux pas non plus m'entraîner de façon trop intense, je crois, vu ce débalancement-là. Fait que c'est quand même une question à se poser dans le quotidien. Il faut s'assurer justement des périodes de récupération. Puis, de façon spécifique, ma musculation est adaptée à moi, mais ne sera pas adaptée à une personne à côté. Mais c'était juste une tranche de vie que je voulais faire. Vraiment intéressant. Non, mais c'est bon. Fait que je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? As-tu des situations comme ça où une personne a une jambe plus courte que l'autre, puis finalement, il y a une problématique qui se développe au niveau de la hanche, au niveau du genou, ou peut-être ailleurs dans le corps, là? Oui, ça peut arriver. Il faut savoir qu'en partant, par contre, il y a à peu près personne qui est symétrique en termes de longueur de jambe. Okay? Si on mesure tes deux jambes, mes deux jambes, celle de Billy, on va souvent arriver à des différences là, de quelques millimètres d'une jambe à l'autre, d'un côté à l'autre. Okay? On dit règle générale, les différences de longueur de jambe pathologiques, okay? Souvent on parle de 2 cm et plus. Okay. Oui, quand même. Il y a quand même du range dans ce que le corps est capable d'accommoder et d'absorber, puis d'avoir un impact relativement minime sur la fonction. Okay? Ensuite de ça, un endroit où ça peut se manifester un peu plus, des fois c'est au niveau des hanches qu'on va manifester ça, c'est que si les jambes ne sont pas de la même longueur, le bassin va se retrouver être un peu oblique. Okay? Ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir une hanche qui va être un peu plus couverte. Okay? C'est-à-dire que le bassin va venir embarquer plus loin sur la tête du fémur. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que cette hanche-là va bénéficier d'une meilleure répartition des charges. Okay? Mais à l'inverse, la hanche qui est la plus haute, comme le bassin est oblique, il va avoir moins de couverture de la tête fémorale. Donc, il va avoir une moins grande répartition des charges au niveau de la tête. Puis ces patients-là vont souvent avoir une usure plus précoce de la jambe plus longue, où est-ce qu'il y a moins de couverture au niveau de la tête fémorale. Okay. Fait que oui, ça peut arriver qu'une inégalité de longueur des membres puisse se manifester, par exemple, par une arthrose au niveau de la hanche qui va être plus précoce. Fait que ça peut arriver. Mais encore là, je reviens sur le point de départ, par contre, souvent, la plupart des gens ont une légère inégalité de longueur au niveau des membres, et cette inégalité de longueur, dans la très grande majorité des gens, n'a peu ou pas d'impact fonctionnel, et le corps est tout à fait capable d'accommoder cette inégalité de longueur-là. OK. Fait que ça veut pas nécessairement dire... Fait que là, mettons, les débalancements qu'on a vus dans mon corps sont peut-être pas la cause des douleurs. Ça peut être autre chose. Ça peut être ça, mais ça pourrait être autre chose vu que c'est pas significatif. C'est sûr, ça peut toujours être autre chose. Puis encore là, on revient sur est-ce que c'est... Tu sais, moi, quand je reviens sur est-ce que c'est significatif, c'est est-ce que ça va causer une usure prématurée de tes articulations, par exemple. Okay? Tu sais, quand je reviens sur le 2 cm de longueur, c'est que là, je reviens sur ça va causer une usure prématurée de tes articulations. Okay? En bas de ça, je dis le corps peut l'accommoder ou peut s'adapter. Est-ce que ça va faire qu'il va avoir certaines raideurs, certaines courbatures, certaines douleurs ou autres, comme ce que tu manifestes? Peut-être. Okay? Mais c'est là que ça rentre un peu dans le range, dans ce qui, pour moi, il y a une différence entre est-ce que c'est de la douleur ou c'est du danger? Okay? C'est là un peu, si on revient sur nos blessures de tantôt, si on parlait du ménisque instable, ben ça, c'est du danger, entre guillemets. Okay? Donc ça, oui, il faut le traiter, il faut l'adresser. Si c'est de la douleur, ça peut se gérer. Okay? Avec ce que tu reviens un peu, une différence de plus de 2 cm, je te dis, OK, non, là, il y a un petit red flag qui est là, probablement qu'il faut changer quelque chose ou au moins l'évaluer. Les autres, est-ce que ça peut causer de la douleur? Oui. Mais est-ce que c'est un danger? Pas nécessairement. C'est bon. Fait que là, mettons, un coureur là, tu sais, qui a mal au genou puis qui est en attente justement de la chirurgie, y a-tu des situations où la personne ne devrait pas se faire opérer? Tu sais, la personne, c'est un choix déjà, ou sa vie va être scrap parce qu'à un moment donné, il va avoir vraiment trop mal, ou il y a possibilité de continuer malgré une chirurgie? Est-ce qu'on a le choix de se faire opérer ou pas? Je te dirais que la plupart des blessures qui surviennent, par exemple, chez les coureurs au niveau du genou, ce qui va mener à la décision de prendre une chirurgie, c'est est-ce que le niveau de douleur et de dysfonction de l'articulation justifie d'avoir une attitude agressive thérapeutique. OK? Dans le sens que les indications absolues chirurgicales sont quand même relativement rares. OK? Des choses qui vont dire, hey, il faut absolument que je t'opère là-dessus, que tu peux pas continuer comme ça. C'est sûr que c'est un cancer dans ton genou, OK? Là, on s'entend, je vais te le dire. OK? Ou si tu as un accident, puis tu t'es cassé le fémur au niveau du genou, puis il y a un gros décalage dans ton articulation, je vais te dire, écoute, t'as pas même choix, il faut que je t'opère. OK? Donc oui, il y a des situations de force majeure où est-ce que
la chirurgie n'est pas tant une option qu'une évidence. OK? Mais après ça, dans tout le reste, la plupart des conditions, ben, ce qui va déterminer si on a besoin d'aller vers une chirurgie, finalement, c'est quoi le niveau de douleur que cette blessure-là t'apporte? C'est quoi le niveau, l'impact que ça a dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes activités, dans tes loisirs? Qu'est-ce que tu as fait avant ça qui a marché ou qui n'a pas marché? OK? Dans le sens, as-tu essayé, tu parlais de Advil tantôt, as-tu essayé des médications? As-tu essayé de la thérapie avec un physio, un chiro, un autre professionnel? As-tu essayé de modifier certaines choses dans ton entraînement, dans tes habitudes de vie, dans ton alimentation, dans ta morphologie corporelle? On parle de perte de poids, des choses comme ça. As-tu essayé certaines pathologies peuvent se prêter à des injections, des infiltrations? Donc, il y a tout un éventail de thérapies qui souvent doivent être utilisées ou peuvent être utilisées en un premier temps avant de se dire, OK, ben là, on n'a pas le choix, on est rendu à l'opération. OK? Fait que ta question, savoir, est-ce que il y a des choses qui disent, hey, j'ai pas le choix d'aller me faire opérer ou est-ce que j'ai des pathologies qui sont des indications chirurgicales absolues? C'est quand même une minorité dans le genou. Puis dans beaucoup de choses, ben, je parle dans le genou, mais dans les blessures musculo-squelettiques en général. Puis dans beaucoup de choses, ben, on va essayer dans un premier temps tout ce qui est thérapie, changement d'habitude de vie, entraînement, physio, modification des activités, médication, infiltration et ainsi de suite. Par rapport à tout ce qui est justement les douleurs articulaires, est-ce qu'il y a des suppléments qui peuvent aider réellement, style le collagène, glucosamine et toutes cette gamme-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment embêté. J'ai entendu des gens qui avaient des histoires de succès, puis là, bon, ben, est-ce que c'est effet placebo? Est-ce que ça aide vraiment? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les gens souvent vont commencer à en prendre alors qu'ils ont déjà mal, mais je pense qu'une fois que tu as mal comme ça, le mal est déjà fait. Peut-être que le corps, justement, en aurait besoin avant qu'il arrive une dégénérescence ou une blessure, mais du moment où tu te rends compte que tu devrais en prendre, ben trop tard. C'est sûr que ça réparera pas une déchirure, j'imagine. Ouais, c'est intéressant de vous entendre. Je voulais te faire commenter là-dessus avant de répondre, parce qu'effectivement, c'est souvent ce qu'on entend. OK, on entend des gens qui disent, hey, moi j'ai pris ça, puis ça a été un miracle, puis ça m'a aidé, puis ça m'a fait du bien. D'autres gens qui vont dire, hey, moi j'ai pris ça, puis c'est comme de l'eau, ça n'a absolument rien fait. OK, donc on entend un peu de choses à gauche, à droite, puis c'est ce que je vois aussi dans ma pratique. Tu sais, j'ai des patients qui arrivent, ils disent, hey, je prends ça, puis j'ai beaucoup moins mal. Je vais pas lui dire, ben arrête de le prendre, tu sais, je veux dire, écoute, si t'as moins mal, ben go for it, prends-le, puis tant mieux. Peu importe l'effet, dans le fond, là. C'est ça. Est-ce que c'est de l'effet placebo ou pas? Ouais. Ensuite de ça, si on regarde c'est quoi la science qui est derrière ça, OK? Si on regarde la littérature scientifique qui supporte ou pas l'usage de ces suppléments-là, je te dirais, les études de bonne qualité scientifique ne vont généralement pas montrer que ça fait une différence. OK? Ensuite de ça, c'est sûr que la littérature en général, il y a des bons articles, il y a des moins bons articles, il y en a que la méthodologie est déficiente, il y en a qui sont sponsorisés par l'industrie. Donc, il y a de tout. OK? Fait que c'est sûr que tu peux trouver des articles qui disent, hey, c'est bon, il faudrait en prendre. OK? Mais ensuite de ça, si on regarde les études qui sont solides méthodologiquement, donc d'un point de vue scientifique, il y a peu ou pas d'évidence qui supporte l'usage. OK? Que ce soit en traitement ou en prévention. OK? Est-ce que tu disais là, de dire, si tu es rendu à le prendre en traitement, c'est qu'il est trop tard. L'usage en prévention n'a pas été prouvé scientifiquement non plus de façon solide. OK? Mais ensuite de ça, c'est là qu'on vient pas dans les anecdotes, mais dans l'usage commun de monsieur, madame, tout le monde. Puis souvent, je ne vais pas décourager quelqu'un qui en prend puis qui a dit qu'il y a eu des bénéfices. Parce que c'est pas nécessairement parce que ça n'a pas été montré scientifiquement valide qu'il ne peut pas y avoir des cas d'exception ou des cas particuliers. Ou encore là, c'est-tu juste du placebo? Je sais pas. OK? Mais peu importe. Je pense qu'il ne faut pas être absolument fermé à ces idées-là. Mais est-ce que moi, j'en prendrais pour une blessure? Je t'avoue, j'en prendrais pas. OK? Je suis plus biaisé du côté scientifique de la chose. Mais en même temps, des fois, tu dis, écoute, j'ai pas grand-chose à perdre, je vais l'essayer, puis worst case, ça fait rien, puis je passerai au suivant. Ça a coûté 50$ un pot, puis c'est tout, là. C'est ça, exactement. Fait que je pense que je suis pas fermé à ça, parce qu'il y a peu ou pas d'effets néfastes ou secondaires à leur usage. Mais après ça, de dire est-ce que j'en prendrais si j'avais le besoin? Probablement pas. Prochaine question, un peu prévention. C'est qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est quoi la différence? Puis quel qui est le mieux? Courir un 15 km dans sa journée ou splitter la course en deux puis courir le matin 7 km, mettons, puis le soir 8 km?
Je vais te Ça faire dépend. je vais te faire le non, même pas. Ça Je dépend. vais te faire le même tour. Je vais te faire le même tour qu'Abilly. Je vais te dire, qu'est-ce que t'en penses? Hey, qu'est-ce que j'en pense? Ah, c'est chiant. J'en pense plein de choses. C'est pas pareil de courir sur une fatigue où il y a un début de récupération. Parce que personnellement, à mon expérience, j'ai couru 7 km le matin, puis je recours le soir. C'est comme dur de repartir. On dirait que tu viens déchirer quelque chose qui est en train de guérir. Puis t'es comme, OK, non, c'est bon, on répuise les jambes, mettons. Tandis que courir un 15 km en continu, il y a une fatigue qui peut s'installer. Puis, je sais pas moi, une faiblesse musculaire parce qu'au bout de 12, t'es rendu brûlé raide, mécaniquement, t'es plus bien, t'es plus fonctionnel. Fait que là, il y a peut-être un enjeu plus pour les articulations. Ça serait peut-être ça, mon raisonnement. C'est un bon raisonnement. Encore là, je te retournais la question parce que je pense que là, c'est plus une question de coaching que d'aspect médical. OK? Fait que, oui, il y a du vrai. Tu sais, quand tu as de la fatigue qui embarque, ben, ton articulation est un peu moins bien soutenue. Est-ce qu'il y a un peu plus de trauma qui peut être subi par tes articulations, tes ligaments si tu es plus en phase de fatigue? Probablement. À l'inverse, quand on parlait de l'entraînement qui va être fractionné, 2 épisodes dans la journée, est-ce que tu es en train un peu d'empiéter sur ta capacité de récupération de ta première course en venant rajouter un deuxième stress? Fait que, encore là, je pense qu'il y a des pour et des contre à chacune de ces formes d'entraînement-là. OK? Souvent, on va dire tu as besoin de faire un peu d'entraînement varié en termes de, oui, faire des longues sorties, de faire des plus courtes sorties avec moins de récupération. Si tu as besoin d'entraîner ton corps à fonctionner un peu en fatigue. Si tu es quelqu'un qui va faire des courses avec des courses par étapes, c'est-à-dire que des fois, tu as des courses que tu as une course une journée, une autre le lendemain, une autre la journée après, mais probablement, il faut que tu entraînes ton corps à courir avec une récupération limitée à ce moment-là. Fait que je pense qu'il peut y avoir des valeurs ajoutées à chacune de ces formes-là. Puis des fois, c'est un choix, puis des fois, ben, c'est la vie qui décide aussi un peu pour toi de qu'est-ce que tu fais. OK? Si on voit ça, dans ma vie à moi, des fois, ben, je vais faire mon commute, mon aller-retour vers le travail. Des fois, je le fais en vélo, des fois, je le fais en courant. Fait que des fois, ben, ça me force à fractionner ma sortie en aller en retour. Puis je pense qu'il faut tirer les bénéfices qui viennent de quand on a l'occasion. Fait que, oui, on peut se questionner, mais des fois, on prend ce que la vie nous donne puis on fait avec. OK. Fait qu'il n'y a pas un meilleur choix nécessairement là, pour. Je te dirais pas d'un point de vue médical, non. Okay. C'est plus d'un point de vue coach et training. On a une petite succession de questions là, pour toi qui se suivent. La question de base, c'est qu'est-ce qui est plus dommageable pour les articulations? Okay? Intervalle ou volume? Hey, c'est une bonne colle, ça. C'est une bonne colle, ça. Tu peux réfléchir à voix haute. Tu sais. Ouais, c'est ça, je vais réfléchir à voix haute. Je te dirais, j'aurais tendance à dire le volume, OK? Dans le sens que beaucoup de volumes vont impliquer beaucoup d'absorption des chocs et des impacts au niveau de tes articulations, OK? Tandis que les intervalles, souvent, vont être davantage taxants au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire, au niveau de tes structures de support. Donc, j'aurais tendance à dire que pour ton articulation comme telle, je crois que les intervalles vont être mieux tolérés que le volume, OK? Mais j'aurais tendance à dire qu'à l'inverse, pour tes structures musculo-ligamentaires, tendineuses, ben, le volume va être mieux toléré que les intervalles. Fait que c'est un peu une réponse... OK, ça dépend. c'est ça, un entre-deux. Ouais, mais je pense que les deux sont des bons ingrédients d'un plan d'entraînement. Totalement. Fait que la question, c'est plus quel qui est plus dommageable ou quel qui est plus bénéfique. Ouais, c'est ça. On peut le voir des deux bords. Qu'est-ce qui est plus dommageable les articulations? Un marathon au pace du bonheur ou 10 km à une vitesse intense? Je reviendrais probablement vers le marathon. Encore là, je pense que pour courir un marathon, ça prend quand même un volume qui est significatif. T'sais, vous avez déjà noté que pour passer du 5 au 10 km, oui, OK, c'est le double, mais la transition se fait quand même relativement bien. OK? Mais de passer du demi-marathon au marathon, c'est encore là, c'est du simple au double, mais c'est un double qui est... C'est pas le même double. C'est ça qui est vraiment plus difficile. Exactement. Puis, on sait, on rentre dans une phase où on a épuisé nos réserves normales de glycogène, ou est-ce qu'on tombe dans
tu parlais de fatigue tantôt, de nos articulations qui sont moins bien soutenues et tout le kit. Donc, j'aurais tendance à dire que le volume associé à un marathon serait probablement un peu plus dommageable pour tes articulations encore là. Je reviens encore sur ma réponse de tantôt. Par contre, au niveau musculaire et au niveau tendineux et au niveau ligamentaire, probablement que le 10 dans le tapis va être plus dommageable. Mais je vous dirais, en tant qu'orthopédiste qui remplace des articulations, on dirait que j'ai tendance à penser plus à la santé de tes petits cartilages que tes muscles dans un premier temps. Fait que c'est probablement ce qui biaise un peu mes réponses à bien y penser. Encore la même question. Qu'est-ce qui est plus dommageable, les articulations, trail ou route? Route. Ah oui, pourquoi? C'est plate. Je savais. Ça défait le moral des articulations. Le cartilage, il pleure. Je trouve ça plate. Excellent. Je vais prendre ça comme raison. Ouais. Mais blague à part, c'est qu'en trail, ta foulée va varier beaucoup en fonction du terrain. OK? Donc, ta longueur de pas, la façon dont tu vas positionner ton pied au sol, la hauteur de ce pas-là, le type d'absorption que tu vas avoir, tout ça donc va varier, ce qui va faire que ton articulation ne sera pas toujours sollicitée de la même façon, à la même cadence, au même endroit. Fait que je parlais de taper sur le clou tantôt, fait que tu vas pas taper toujours sur le même clou de la même façon, au même endroit, ce que des fois la course sur route peut faire. Question soulier, minimaliste ou maximaliste? Je vous dirais, j'ai vu un peu plus de blessures au niveau des pieds avec la mode minimaliste qu'il y a eu dans la dernière décennie ou deux. OK, c'est quelque chose qui est fait quand même. Il y a une phase où tout d'un coup, le minimaliste est devenu populaire et les gens qui n'ont pas bien fait la transition vers le minimaliste souvent avaient des fractures de stress, des blessures au niveau des membres inférieurs. Fait que je te dirais, un minimaliste bien fait, je pense que a démontré ou a des potentiels bénéfices, mais un minimaliste mal fait a plus de risques. Tout est une question de transition pour les souliers. Encore la même question. Qu'est-ce qui est plus dommageable pour les articulations? Des étirements ou non? Et c'est encore ça, hein? J'aime ça, ces questions-là. C'est le fun, hein? C'est rare qu'on le fait réfléchir autant. D'habitude, Ouais, t'es du tac au tac. Ouais, j'aime ça aussi. Fait que c'est que ça revient... Des fois, je dis que plus on en sait sur quelque chose, plus on réalise qu'on en sait peu. OK? Fait que ça, je trouve que c'est... je veux pas dire par là que je sais tout puis j'ai une grosse tête, là. C'est pas là où je veux m'en aller, mais c'est... Tu sais, plus on en apprend et plus on en lit aussi sur les étirements, puis plus on comprend que la réponse est complexe sur le rôle et les bénéfices et tout ça. Fait que je vous dirais que un étirement statique à froid est probablement, selon moi, plus dommageable que l'absence. Fait que les étirements, on les fait une fois échauffés. Je crois qu'un échauffement actif a une valeur ajoutée. Je crois que les exercices d'activation sont bons. Ensuite de ça, est-ce que de dire, OK, je fais un peu d'activation, puis après ça, je vais m'amener la jambe par en arrière là, pour m'étirer le quad, puis après ça, je vais me pencher par en avant. Je pense que les étirements statiques peuvent avoir un risque de créer justement des micro-dommages, des micro-déchirures au niveau des structures. Fait que je vous dirais, je suis moins un fan d'étirement en général, mais plus un fan d'échauffement et d'activation. Finalement, entraînement croisé, natation ou vélo? Oui. J'adore. C'est bon. Les deux. C'est sûr que là, vous venez chercher le triathlète en moi. Ouais, là, vous allez oui. chercher deux cordes sensibles par rapport à ça. C'est sûr que pour le coureur, OK, le vélo va sûrement avoir un aspect intéressant là, pour la sollicitation musculaire au niveau des quadriceps, au niveau des fessiers, et ainsi de suite. Fait que le vélo va souvent être un peu plus un bénéfice un peu plus intéressant pour le coureur, OK? Par contre, la natation est un excellent exercice cardiovasculaire, travaille le corps au complet, va venir balancer un peu plus aussi haut du corps versus bas du corps. Des fois, avec la course à pied, on a tendance à négliger un peu le haut du corps. Fait que je pense que les deux ont une très belle valeur ajoutée. On enchaîne avec le même genre de petites questions, mais là, c'est très personnel. C'est des questions pour toi. En course, est-ce que tu préfères être en arrière d'un corral plus vite ou en avant d'un corral plus lent? Je me retrouve toujours dans le foutu No Man's Land. Ouais, c'est ça. Fait que je réponds pas à ta question parce que j'ai pas
j'ai toujours tendance à me retrouver dans un entre-deux où est-ce que le ou les trop vite sont quelque part en avant, puis après ça, il y a une autre gap en arrière. Mais ceci étant dit, j'aurais tendance à me mettre dans le choral le plus rapide, puis essayer de m'accrocher, puis de survivre le plus longtemps. Il y en a qui vont aimer avoir l'effet Pac-Man, puis de rattraper du monde. Là. Moi, non, je vais plutôt avoir la peur de ma vie d'essayer de me faire rattraper, puis de continuer, puis de flyer plus longtemps. Fait que je vais être dans Pac-Man, j'aime ça. Fait que non, je vais me mettre dans le choral en avant, puis essayer de m'accrocher à ma vie le plus longtemps possible. Cordonnier mal chaussé, t'as-tu un fait ce que je dis, pas ce que je fais? Vous avez parlé à ma blonde, hein? Ouais, j'en ai un petit peu trop, malheureusement. Fait que, tu sais, on a déjà parlé que tu sais, on parle de modération, on parle de balance et d'équilibre et tout ça, puis j'essaie de prêcher ces avenues-là. Mais je suis aussi le genre de gars qui va aller vomir à l'entraînement parce qu'il pousse trop ou qui est capable d'aller perdre connaissance parce qu'il écoute pas ses limites ou ouais, c'est ça. Fait que je suis ce genre de gars-là que tu sais la petite switch de dire hey, écoute, fais attention à toi puis écoute ton corps puis c'est pas une fibre qui est très elle est facilement mise à off chez moi. Comme dans mon vieux bazou, là, quand les lumières allument dans le dash, t'enlèves la fuse. Ça en fait ça, exactement. C'est ça. Ignore ces signaux-là. Fait que oui, je suis malheureusement, vous me pognez la main dans le sac, je suis très cordonnier mal chaussé. Mais mettons, là, je te pose la question, sais-tu que tu l'écoutes pas, tu le sais puis tu l'écoutes pas, ou c'est que tu le sens peut-être moins que quelqu'un qui est hypersensible? C'est que j'aime ça. OK, ouais. OK. Fait que c'est pas déplaisant, là. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. ouais. OK. C'est un autre niveau. Ouais. Aux lumières, est-ce que t'arrêtes ta montre ou pas? Il n'y a pas de lumière dans le train. Oh! et j'ai pas de montre. En plus, mauvaise question. Plus c'est qu'on le savait, on en a parlé avant d'enregistrer. C'est vrai. Mais ça c'est intéressant, par exemple, tu sais, le fait de pas avoir de montre, j'étais un peu une bébête rare là, dans le monde d'aujourd'hui, de pas avoir de montre. C'est que on a peut-être déjà un peu parlé dans mon premier épisode où je racontais plus mon parcours de coureur. Fait que tu sais, j'ai fait les classiques là d'avoir la montre puis de suivre mes paces puis d'être très très intéressé par ça, puis à la limite un peu trop intéressé par ça, puis c'est là que je perdais justement le feeling sur qu'est-ce que je ressentais, sur le plaisir de courir, sur l'intensité ressentie, puis j'étais plus finalement fixé sur ce que ma montre me disait comme données, comme statistiques. Fait que finalement à un moment donné, j'ai tout mis ça de côté, puis tu sais, je vais avoir mon téléphone dans ma poche pour enregistrer ma course parce que j'aime ça, tu suivre un petit peu les parcours que je fais, puis le volume, puis les distances. Mais je regarde jamais mon pace quand je cours parce que je devenais trop captif de ça. Puis je gardais le focus là-dessus plutôt que sur le plaisir de faire le sport. Je ne regarde pas ma montre, mais je me rends à vomir, dit-il. Oui, ben je disais que ça faisait partie du plaisir. C'est vrai, t'as raison. C'est ça, mais sinon ma montre, elle me dirait arrête. Ouais, ah, bon point. Je savais pas. Ma montre me l'a pas dit. Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait entre deux courses? Qu'est-ce qu'on fait entre deux courses? On passe du temps en famille, on travaille, on essaie de récupérer un peu tant bien que mal. On essaie de s'hydrater, de manger, de dormir et de faire d'autres activités connexes qui vont te garder activé sans nécessairement solliciter. Fait que moi, je vais faire du vélo, je vais faire de la natation, de l'entraînement, toutes sortes d'affaires comme ça. Fait que c'est un peu ça. Entre deux courses, on vit, puis on essaie de garder un équilibre. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Ben, certain que j'ai une plug pour cette semaine. À vrai dire, je me suis fait gentiment rappeler que dans notre dernier épisode où est-ce qu'on parlait de courir avec l'âge, j'avais oublié de parler à vrai dire, de deux personnes qui, malgré leur âge qui avance, je ne vais pas nommer d'âge parce qu'on s'aventurera pas là-dedans, mais je parlerai de ma belle-mère puis ma mère qui, les deux, continuent à courir puis à rester actives. Ma belle-mère qui va courir son 10 km presque une journée sur deux, qui fait encore des courses organisées, qui court des demi-marathons. Quand même. Puis qui fait tout ça sans se blesser de façon assez impressionnante. Ça, c'est wow. Là. Ouais. Fait que un beau chapeau de ce côté-là. Puis ma mère aussi, qui court aussi. Elle a ralenti un peu dans les dernières années, mais encore là, elle aussi court de façon régulière, encore très active. Fait que je m'en voulais d'avoir passé sous silence ces beaux modèles que j'ai près de moi,
qui démontre qu'on peut continuer à courir, à bouger, puis à rester actif avec l'âge qui avance, puis à faire ça de façon saine et en tirer du plaisir. Totalement. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? On leur souhaite une bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Ah oui, en fouillant pour aller magasiner. Parce que les oiseaux, c'est comme super fort dans les oreilles. C'est parfait. OK, raconte-moi donc n'importe quoi encore, Étienne. Tu veux vraiment que je te raconte n'importe quoi? Ah, n'importe quoi. Check-moi bien. C'est tard que chier sur le divan. Ça va être pas mal. Mais nous, ça va aller dans les bloopers de l'épisode. ça. Oui! C'est pas tout le monde qui les écoute. Ouais, c'est ça. C'est niche. L'ami Doc Étienne, on va traiter de plusieurs sujets autour de sa spécialité. Puis je suis perdu. Ah ouais, ça, c'était des beaux oiseaux. C'était des beaux oiseaux. De courir avec l'âge et un autre sujet. C'était quoi dans le premier? C'était sur le système immunitaire et la course à pied. Oui. Oui! Par une usure plus à tes souhaits. On se contrôle pas, hein, ça. Ah, j'essayais de l'éviter, ça me piquait dans le nez, mais non. C'est ça les risques de faire un enregistrement dehors. Hein? Écoute, il y a le pollen. Puis, ou dans certains cas, va te permettre... Non, j'ai perdu mon fil. Oui. Excusez. C'est pas pire dans tout Ouais. ça. C'est quoi ma question? C'est bien pas. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Non. Courez pas de montre. Courez pas de montre, ouais.